Alors bonjour à tous, donc nouvelle séquence de cours distanciels et en autonomie. Donc ça c'est la séance du vendredi 23 octobre. Donc vous allez faire une partie de cours en autonomie et puis après vous allez chercher quelques exercices. Donc là je vais continuer le cours chapitre 3, donc avec tous les groupes j'ai parlé du condensateur, je vais vous donner quelques propriétés. Donc là, on va parler un petit peu de la bobine, puis peut-être un petit peu des diodes, si j'ai suffisamment de temps. Alors, je vous rappelle ce que c'était qu'un condensateur. On a vu qu'un condensateur, c'est une espèce de piège à charge électrique. Voilà, donc là, vous avez ici la représentation d'un condensateur plan. On a vu que un condensateur, c'est deux armatures métalliques séparées par un isolant. Donc, si on applique une charge au condensateur, enfin une tension au bord du condensateur, vous allez avoir une armature qui se charge positivement, l'autre qui se charge négativement. Et comme entre les deux il y a un isolant, vous voyez que si on sort la tension qui a permis de charger le condensateur il reste avec cette dissymétrie électrique. Donc c'est un petit piège à charge électrostatique. Vous avez une armature qui possède plus d'électrons que l'autre armature, donc celle qui possède le moins d'électrons elle est positive, celle qui possède plus d'électrons elle a une charge électrique négative, et donc on a comme ça une espèce de petite pile électrostatique qui contient une certaine énergie, et cette énergie elle est prête ensuite à être envoyée vers un autre circuit. Le condensateur va donner son énergie à la manière un petit peu d'une pile électrochimique. Voilà, alors je vous rappelle les principales relations qu'on doit retenir pour le condensateur. Donc la première, je vous avais dit, c'était QA égale moins QB égale C multiplié par la tension UAB. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que QA? QA c'est la charge de l'armature A, QB c'est la charge de l'armature qui est reliée à la borne B, C c'est la capacité du condensateur et UAB c'est la tension aux bornes du condensateur. Donc ça c'est une relation à retenir par cœur, donc relation importante ici que vous devez connaître. Donc je vous rappelle, QA et QB c'est des charges électriques, donc c'est en coulomb, et la capacité C d'un condensateur s'exprime en farad, bien sûr UAB, la tension UAB c'est des volts, donc c'est bien QA égale moins QB égale C fois UAB. Si j'avais UBA, ce serait QB égale moins QA égale C fois UBA. D'accord, il faut bien la retenir comme ça. Donc ça veut dire que si la tension UAB est positive, la charge QA est positive et la charge QB est négative. Donc première relation. Deuxième relation ensuite, je vous rappelle un petit peu le condensateur. Donc c'était son symbole, c'est voilà, deux barres parallèles. La capacité C du condensateur. Voilà, donc si le condensateur est soumis à une tension variable U de T, donc il va être parcouru par un courant. Le courant ne peut pas passer au milieu parce qu'on a un isolant, mais en fait si la tension change de polarité, vous voyez que les armatures du condensateur vont changer de polarité, et donc il y a un courant qui ne passe pas dans l'isolant, mais il y a un courant dans le circuit, du fait que la charge des armatures change en permanence. Voilà. Donc là je suis en convention récepteur, et en convention récepteur, vous vous souvenez, je vous avais dit que I de T c'était C multiplié par du sur dt, donc ça avec le plus en convention récepteur. Voilà, si je passe en convention générateur, j'oublie pas le signe moins, convention générateur, vous voyez c'est la tension et le courant en sens inverse. Non, excusez-moi, tension et courant dans le même sens, c'est la convention générateur, et ici convention récepteur, donc tension et courant en sens inverse, et donc je mets un plus, convention générateur, je mets I de T égale moins C du sur dt, convention générateur, U et I dans le même sens sur le condensateur. Voilà, donc je continue. Alors on avait vu un petit peu une relation qui vous donne la capacité du condensateur plan, C égale epsilon 0 epsilon R A sur D. A c'est la surface des armatures, D c'est la distance qui sépare deux armatures, et epsilon 0 epsilon R c'est ce qu'on appelle la permittivité électrique du diélectrique, donc de l'isolant. C'est une caractéristique physique de l'isolant, on en reparlera plus tard en deuxième année quand on fera un petit peu d'électrostatique.
Voilà, donc l'isolant a son importance. On voit que lorsque le epsilon R est grand, la permittivité relative par rapport à celle du vide, elle est grande, ça augmente la capacité, et un isolant peut être plus rigide que de l'air simplement entre les armatures. L'air, c'est un isolant. Voilà, on a vu qu'il y avait certains isolants qui étaient 20-30 fois plus rigides que l'air, c'est-à-dire qu'ils peuvent supporter un champ électrique 20 à 30 fois plus élevé que celui de l'air. Donc c'est toujours bon à prendre puisque ça permet d'avoir une tension qui est plus grande et donc de piéger plus de charge sur les armatures du condensateur. Voilà. Alors le condensateur ici, un condensateur réel. Alors un condensateur bien sûr théorique, c'est le symbole, c'est le condensateur pur. Vous voyez le condensateur réel. Vous avez donc un condensateur en parallèle avec une résistance. Alors elle va modéliser la résistance pour le condensateur réel, la résistance RP. Elle modélise les fuites de courant à travers le diélectrique. Vous voyez, si vous avez un condensateur qui est chargé, vous laissez plusieurs jours dans la salle de TP, vous revenez avec un voltmètre, vous reprenez la tension et vous allez voir que la tension a un petit peu baissé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit peu de charge électrique qui va être passée dans l'isolant qui n'est jamais complètement parfait. Voilà, et puis de par la structure effectivement du condensateur, hein, on a voilà, quelque chose qui est réel et pas idéal, donc il va y avoir de légères fuites de courant, donc des charges finalement des électrons qui viennent reboucher un endroit où il va manquer un électron sur la face qui est positive. Voilà, et donc cette résistance RP, elle modélise ce phénomène-là pour le condensateur réel. Bien sûr, pour un condensateur parfait, le RP est infini. RP infini, ça veut dire que vous n'avez pas cette résistance-là. Et plus le condensateur va avoir de défauts, c'est-à-dire plus le condensateur va être de mauvaise qualité, plus cette résistance-là va être petite. À la limite, vous voyez, si la résistance tend vers 0, on n'a plus du tout de condensateur, on a un fil à la place du condensateur. Voilà. Ensuite, voilà une formule à apprendre. Alors, je vous passe un petit peu sur la démonstration parce que vous n'avez pas trop l'habitude d'intégrer tout ça, donc je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Mais il faut savoir que l'énergie électrostatique qui est stockée dans le condensateur voilà, dépend de la tension à ses bornes et de la capacité. Elle vaut W égale 1,5 de C fois U carré. Donc W c'est des joules, hein, donc ça c'est vraiment à apprendre par cœur. Voilà. Vous avez donc, ça c'est l'énergie du condensateur, donc W en joules. Voilà, ici, donc des joules. Voilà, et C en farad, donc W égale 1,5 de CU carré. Voilà, U c'est la tension qui a permis de charger le condensateur. Donc si vous avez un condensateur qui a été chargé avec une tension de 10 volts, s'il a une capacité de 100 microfarads, 100 microfarads c'est 10 moins 4 farad, hein, s'il a été chargé à 100 volts, on va dire chargé à 10 volts, 100 microfarad chargé à 10 volts, donc C égale 10 moins 4, chargé à 10 volts, 10 volts au carré ça fait 100, donc ça vous fait C fois U carré, ça fait 10 moins 4 fois 10, 2, ça fait du 10 moins 2, et voilà le W, bon 1,5 de 10 moins 2, dans ce cas-là, W vaut 0,5 10 moins 2 joules ou 5 10 moins 3 joules, 5 millijoules si vous voulez. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on associe en série deux condensateurs ? Alors, vous voyez, donc série, c'est traversé par un même... Non, alors on va commencer par des condensateurs plutôt en parallèle. On vous dit en parallèle, donc c'est soumis à une même tension. Donc deux condensateurs en parallèle, vous voyez donc le petit schéma, ça va être le suivant. Voilà, ça... Voilà, c'est un C2. Donc ils sont soumis à une tension U de T. Voilà, s'ils sont soumis à une tension U de T, ils sont traversés par un courant I. Et loi des nœuds, chaque condensateur prend une fraction du courant. Donc dans le condensateur C1, GI1 et dans le condensateur C2, GI2. Et à la sortie, ici, bien sûr, vous allez retrouver le courant I de T. Bien sûr, tout est variable et tout dépend du temps. Donc là, la tension U de T, c'est la tension entre A et B, entre les points A et B. Et on va essayer de trouver en fait un condensateur équivalent aux deux en dérivation.
Voilà, je voudrais remplacer tout ça par un condensateur C équivalent. Je veux rendre ça équivalent à du voilà, CEC. Voilà, traversé par I de T. Je vais voir ça un petit peu comme avec les résistances. Vous en avez deux qui sont en parallèle. On veut une seule résistance, une résistance équivalente. Ça, c'est pareil avec les condensateurs. Donc là, je peux écrire la loi des nœuds. I de T, voilà, égale I1 plus I2. Alors, c'est des I2 de T. Hein. Voilà, on sait que I1, c'est C1 du sur dt. Et C2, c'est également I2, c'est C2 du sur dt. Donc en mettant du sur dt en facteur, j'arrive à I de t égale à C1 plus C2 du sur dt. Voilà, et donc là j'ai le C équivalent. Hein. Vous voyez, vous avez le C équivalent qui est ici. Le CEC, il est ici, puisque là je suis arrivé à une relation, vous voyez, du type I de t égale CEC du sur dt. Donc dans ce cas-là, vous avez le C équivalent qui vaut C1 plus C2. Alors vous voyez que c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a vu avec les résistances. Hein. Vous avez deux résistances en parallèle. On avait le REC qui valait R1, R2 sur R1 plus R2. Et là, on se trouve c'est un petit peu l'inverse de la résistance finalement, puisque lorsque les condensateurs sont en dérivation, la capacité, c'est équivalent, c'est C1 plus C2. C'est comme si les résistances étaient en série. Alors ça s'explique parce que effectivement, la relation du condensateur, c'est une relation entre I de t et U. Hein. C'est I de t qui est fonction de U. I de t égale C du sur dt, alors que pour la résistance, on avait U qui était égal à RI. Voilà, hein, donc on se rappelle que pour le condensateur, les condensateurs qui vont être en parallèle, hein, on additionne, pour avoir la capacité équivalente, on additionne les capacités. Voilà, hein, on a CEC égale C1 plus C2. Voilà. Alors, on passe maintenant au condensateur en série. Alors en série, finalement, on se retrouve avec le même résultat que les résistances en parallèle. Voilà, donc, alors, je vous fais le petit dessin. Voilà, donc en série, je vais voir ça. J'ai C1, j'ai C2, j'ai la tension U de T. Là, le courant I de T qui traverse les deux condensateurs. Vous voyez, U1, U de T, c'est U1 plus U2, donc là j'ai la tension U1 au borne du premier condensateur, voilà, et ici la tension U2 au borne du deuxième condensateur, alors c'est des U de T, U1 de T, voilà, et je veux ramener ça bien sûr à un seul condensateur, c'est-à-dire que je veux que ça, ce soit équivalent voilà, à un condensateur unique, CEC, voilà, avec le courant I de T et la tension U de T à ces bornes. Voilà, je vais arriver à ça. Alors, je cherche donc le CEC en fonction de C1 et C2. Alors, je peux écrire que pour le premier condensateur, vous voyez la tension se divise en deux. Vous voyez, vous avez U de T qui vaut U1 de T plus U2 de T, et j'ai I de T, alors qui vaut alors soit C1 du1 sur dt pour le premier condensateur, puis I de T ça vaut aussi
C2 DU2 sur DT pour le second condensateur. Voilà. Ensuite, pour le condensateur équivalent, vous voyez, je vais avoir I de T. J'ai I de T pour le condensateur équivalent, I de T qui va être égal à CEC DU sur DT. Voilà. Et donc, vous voyez que vous avez DU1 sur DT qui vaut I de T sur C1. DU2 sur DT, donc la dérivée de U2 par rapport au temps, c'est I sur C2. Et pour le condensateur équivalent, vous voyez, j'ai la dérivée de U, cette fois-ci, qui vaut I de T sur C équivalent. N'oubliez pas, j'ai la loi d'additivité des tensions, puisque j'ai deux condensateurs. Donc j'ai le U de T qui vaut U1 plus U2. Donc j'ai aussi, d'après cette relation-là, je vais appeler ça 1. Vous voyez, 1, ça me donne donc U de T égale U1 plus U2. Donc la dérivée de U par rapport au temps, c'est la somme des dérivées, DU1 sur DT, plus DU2 sur DT. Voilà, donc en remplaçant ensuite, vous voyez, DU sur DT par I sur CEC. Voilà, donc ça c'est équivalent à I sur CEC, puisque DU sur DT, la dérivée de U, c'est I sur C équivalent. La dérivée de U1 par rapport à T, c'est I sur C1. Et la dérivée de U2 par rapport à T, c'est I sur C2. Je simplifie par I et j'obtiens bien que le C équivalent, 1 sur C équivalent, égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'accord, j'ai donc bien le C équivalent, ça ressemble tout à fait à ce que j'avais avec la résistance, le CEC, je réduis au dénominateur puis j'inverse, j'ai CEC égale C1 C2 sur C1 plus C2. Voilà. Voilà, donc pour deux condensateurs en série, ça marche comme les résistances en parallèle. Vous voyez, ça s'inverse, ça s'inverse. Donc là, dans la case, si vous voulez, vous rajoutez ici, vous pouvez rajouter que, alors on va agrandir un petit peu, peut-être on va se faire un peu d'espace, le C équivalent. Ici, c'est C1, C2 sur C1 plus C2. Donc il faut vous souvenir un petit peu, ça marche un peu comme la résistance, sauf que c'est inversé parce qu'on a une relation I fonction de U. Donc en parallèle, les capacités s'ajoutent en série. C'est l'inverse des capacités qui s'ajoutent. Donc ça vous donne CEC égale C1, C2 sur C1 plus C2. Donc je vous laisse un petit peu de temps si vous souhaitez noter, faire un petit point. Là, voilà le démo. Voilà, alors on va passer maintenant, donc ça c'est vraiment les relations que vous devez connaître. Vous devez connaître le QA égale C fois UAB, le I égale C DU sur DT en convention récepteur, moins I égale moins C DU sur DT en convention générateur, et ensuite les associations de condensateurs en série et en parallèle. Alors on passe à la bobine. Voilà, la bobine c'est un autre composant passif. Donc la bobine elle fonctionne avec des phénomènes physiques qu'on appelle des phénomènes, des effets inductifs. Alors une bobine en fait c'est un ensemble de spires jointives, soit sous la forme d'un cylindre. Alors, là on parle réellement de bobine, ou soit vous voyez le bobinage se fait autour d'un tore. Un tore c'est une espèce de donuts en fait, c'est ce que vous avez là, un tore. Voilà, donc on peut enrouler autour d'un tore, on peut enrouler autour d'un cylindre, et donc voilà, un enroulement de fil de cuivre autour d'un cylindre ou d'un tore, on appelle ça, en électricité, on appelle ça une bobine.
Qu'est-ce qui va se passer dans la bobine? Alors, vous voyez que le symbole, vous l'avez ici. Ça, c'est le symbole de la bobine. Et ce qui va caractériser la bobine, on voit que c'est l'inductance. L'inductance, ça se note L. Voilà. Et donc, vous voyez, le symbole, vous l'avez donc ici. Une espèce de petit ressort avec la tension U à ses bornes, le courant I qui traverse la bobine, et puis son inductance qui est notée L. On verra que l'unité de l'inductance, c'est le Henry avec un Y à la fin. Donc la lettre H ensuite, lorsque vous faites des calculs. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les phénomènes qui vont être mis en jeu? Lorsque vous alimentez en courant la bobine, ça crée un champ magnétique. Vous l'avez vu en terminale, un courant. Lorsque vous avez un courant, même si le courant est continu, il va émaner un champ magnétique, un champ de vecteur magnétique de la bobine. Les physiciens, à partir du champ, ils calculent le flux magnétique à travers les spires. Alors, pour calculer ce flux, on appelle le flux magnétique, qui s'exprime en Weber, l'unité c'est le Weber, bon, c'est pas très important ici. Ce flux, c'est le produit du champ B créé par la bobine, multiplié par la surface, la section de la bobine, c'est-à-dire, voilà, vous regardez l'air du disque de la bobine, si vous voulez, c'est le S, donc le B fois S, c'est le flux magnétique. Alors si vous avez plusieurs spires, ce qui est le cas généralement quand vous avez une bobine, vous avez un certain nombre de spires qui sont en série, on a bobiné, ici vous voyez que vous avez, ici vous avez un certain nombre, si vous comptez, vous avez pris une douzaine de spires. Et donc les physiciens ensuite ils appellent le flux total, ce flux, B fois S, multiplié par le nombre de spires. Donc le flux total c'est N fois S fois B. Et ce que montrent ensuite les physiciens, d'après une équation de Maxwell qui s'appelle la loi de Maxwell-Faraday, ils montrent qu'une variation de flux, ça va créer une variation de flux. Alors vous voyez une variation du flux à travers la bobine, ça va créer une tension. Donc si vous avez un flux qui est variable, un flux qui dépend de T, si vous injectez simplement courant, il y aura aussi une tension entre les bornes de la bobine. Vous voyez, c'est pas forcément évident puisque la résistance de la bobine est nulle. On pourrait se dire, on injecte un courant dans la bobine, la tension U vaut 0 parce que la résistance est nulle. Un fil théorique, sa résistance est nulle. J'injecte un courant dans un fil, a priori, aux bornes du fil, je trouve 0. Alors, je trouve 0 tant que je suis en régime continu, avec un courant qui est continu. Par contre, si le courant est variable, varie dans le temps, ça fait varier le flux à travers la bobine, et là, il y a une tension qui se crée aux bornes de la bobine. Voilà, cette tension-là, U de T, ça s'appelle un phénomène d'auto-induction, c'est-à-dire que la bobine induit son propre champ magnétique, et c'est la variation de ce champ magnétique qui va créer cette tension. Alors, les physiciens appellent ça une force électromotrice d'auto-induction, auto-induite, voilà, aux bornes de la spire. Donc un phénomène assez curieux, mais voilà, un phénomène physique, puisque la résistance est nulle. On pourrait se dire, voilà, j'injecte un courant, j'ai toujours U égale à 0. Non, si le courant est variable, varie dans le temps, il y a une tension qui apparaît. Voilà, alors cette tension-là, vous voyez, donc, on la relie à la bobine. Alors ce qu'on fait généralement, c'est qu'on écrit que ce flux total, qui vaut N fois S fois B, on l'écrit sous la forme phi de T égale L fois I. Alors L, vous voyez, c'est quelque chose qui va être propre à la bobine. Ça rassemble la section, le nombre de spires, etc. de la bobine, et puis ce qui va relier I au champ magnétique. L, on appelle ça donc l'inductance de la bobine. C'est ça qui s'exprime en Henry. C'est-à-dire que pour une bobine, ce flux total, on pourra toujours dire que c'est L fois I. Le L vous sera donné par le constructeur ou dans l'exo, si on fait un petit exo. Voilà, I c'est le courant qui est injecté dans la bobine. Donc on aura ce flux total égal donc à LI, L inductance de la bobine en Henry, et I le courant en ampères. Le flux s'exprime en Weber. Bon, c'est pas nécessaire que vous le sachiez. Voilà. Alors on va revenir sur la relation. Je vais revenir sur la bobine, mais je vous montre tout de suite un petit peu le résultat. Vous voyez, j'ai phi de T qui vaut LI. Et je reviendrai sur les valeurs d'inductance des bobines. Vous voyez, on a la loi de Maxwell-Faraday vous dit que la tension induite qui va apparaître au bord de la bobine, c'est la dérivée du flux total. Le flux total, vous voyez, c'est
Le flux total, on a dit que c'était LI. Donc vous voyez, il apparaît une tension au bord de la bobine qui est égale à LDI sur DT, à la dérivée du flux total. Alors ça c'est en convention récepteur, on va y revenir après, hein, je vous en dirai deux mots. Donc en convention récepteur, voilà, on a U qui est égal à LDI sur DT. Donc si le courant est variable, si on connaît l'inductance de la bobine, on peut déduire la tension à ces bornes. U égale plus LDI sur DT en convention récepteur. Voilà, alors on peut revenir un petit peu sur voilà, la relation qui vous donne, qui n'est pas à connaître, hein, qui vous donne l'inductance L d'une bobine. On a vu que ça dépendait du nombre de spires, de la surface, de la section de la bobine. Alors c'est des choses qu'on va retrouver. Voilà, ça dépend également de constantes physiques qu'on n'a pas vues jusqu'à présent, et notamment d'une constante qui s'appelle, vous voyez, si j'ai une bobine remplie d'air à l'intérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas de matériau à l'intérieur du cylindre, j'ai que des spires en cuivre, on a une constante qui apparaît qui s'appelle c'est la perméabilité magnétique du vide ou de l'air. C'est mu0, elle vaut 4 pi 10-6 Henri par mètre. Vous voyez, elle est un petit peu l'équivalent pour les condensateurs de la permittivité électrique du vide. Hein, vous vous souvenez, le epsilon 0 qui valait 8,85 10 moins 12. On avait vu ça donc dans les formules du condensateur, on avait du epsilon 0 et epsilon r, donc ça c'est un petit peu l'équivalent. Donc ça c'est une constante magnétique, si vous voulez c'est la constante magnétique, cette perméabilité magnétique, c'est la constante magnétique du vide ou de l'air, et le epsilon 0 c'était la perméabilité, la permittivité électrique, donc c'était une constante électrique de l'air, 8,85 10-12 pour les condensateurs. Donc tout ça c'est constantes physiques, la permittivité électrique, la perméabilité magnétique. Vous y reviendrez ensuite, vous en faites pas, vous y reviendrez au cours de la première et deuxième année quand vous allez faire un petit peu de magnétostatique et puis d'électrostatique, on vous en reparlera, votre prof de physique vous en reparlera. Donc pour l'instant vous la prenez comme une nouvelle constante de la physique. Voilà. Alors donc le L, l'inductance vaut mu0 pour une bobine aérienne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez de l'air, multiplié par le nombre de spires de la bobine au carré, multiplié par la section. Donc plus la bobine va être grosse, une section importante, une surface, vous voyez, de la section importante, le S en mètre carré, a priori plus l'inductance sera élevée. Et ensuite vous avez intérêt d'avoir beaucoup de spires par unité de longueur, puisque vous voyez c'est inversement proportionnel à la longueur de la bobine. Donc on peut avoir beaucoup de spires, mais les spires doivent être répartis sur une longueur du cylindre de la bobine qui est relativement faible, puisque cette inductance grand L elle est inversement proportionnelle à la longueur de la bobine, bien sûr en mètres. Donc la formule qui vous permet de trouver l'inductance, qui n'est pas à connaître, mais qui est quand même intéressante, mu0 n carré fois S, c'est divisé par N. Donc mu0 constante physique, n carré le nombre de spires de la bobine au carré, S c'est la section, la surface de la section de la bobine, divisé par la longueur. Alors ensuite, vous voyez, si on veut augmenter la bobine, l'inductance de la bobine, on peut mettre à l'intérieur, au lieu de bobiner sur de l'air, on peut bobiner sur un matériau qui a des propriétés magnétiques. Tous les matériaux vous voyez, qui possèdent du paramagnétisme, vous allez voir ça en chimie. Ce sont certains matériaux de la classification périodique, elle vous expliquera votre prof de chimie. Ils ont un petit peu de magnétisme, c'est-à-dire qu'ils présentent des propriétés magnétiques qui sont nettement supérieures à celles de l'air. Alors notamment vous avez par exemple un matériau magnétique, un très bon matériau magnétique, c'est le fer. Le fer c'est un bon matériau magnétique, le cobalt, le nickel, ces matériaux-là ce sont des matériaux magnétiques. C'est-à-dire qu'ils vont présenter une perméabilité totale qui va être supérieure à la perméabilité de l'air ou du vide, au mu0 de 4 pi 10-7. Alors pour ça, vous voyez, on va réécrire pour un matériau qui n'est pas l'air ou le vide, on va écrire que mu c'est mu0, mu r. On va, si vous voulez, appeler mu la perméabilité magnétique du matériau, mu r sa perméabilité relative par rapport à la perméabilité du vide au mu0 qui vaut 4 pi 10-7. Voilà, donc vous allez avoir un coefficient ici qui va rendre compte du magnétisme du matériau. Donc certains matériaux ont des coefficients mu-r qui peuvent aller jusqu'à 1000 voire 100 000 pour certains matériaux. Ça veut dire que le magnétisme, le champ magnétique créé sera 1000 fois, 100 000 fois plus élevé que celui qu'on aurait pu créer dans l'air. Donc c'est des matériaux qui sont plutôt intéressants.
Donc dans ce cas-là, l'inductance, ça devient mu0 mu r, n carré, S sur L. Vous voyez, ce qui change, c'est que c'est multiplié par la perméabilité relative du matériau magnétique. Donc là, ça c'est le cas où on bobine sur un cylindre qui est matériel, hein, du fer, du cobalt, etc. Donc on met pas c'est pas de l'air à l'intérieur de la bobine. On dit que dans ce cas-là, la bobine elle a un noyau magnétique puisqu'elle est bobinée sur du fer, sur du cobalt, ou sur des alliages. Souvent c'est des alliages entre ces matériaux-là qui ont de très bonnes propriétés magnétiques. Voilà, hein, donc pour la bobine, hein, donc il vaut mieux, plutôt que d'avoir de l'air à l'intérieur de la bobine, il vaut mieux mettre un matériau magnétique pour avoir une inductance supérieure à celle qu'on aura avec de l'air. Voilà, donc la relation importante à connaître, donc c'est U égale LDI sur dt pour la bobine. Alors je vous fais un petit tableau, hein, suivant que vous êtes en convention récepteur ou en convention générateur, hein, on a un signe moins qui va apparaître. Alors, donc on a vu que le symbole de la bobine, c'est une espèce de petit ressort, hein, vous voyez, ça va être ça. Voilà, donc ça c'est la bobine, avec son inductance L, la tension U de T, le courant qui traverse la bobine. Donc là, dans ce cas-là, je peux écrire que U de T, c'est plus L dI sur dt. Là, je suis en convention récepteur. Voilà, et si je passe en convention générateur, donc avec la bobine, enfin le courant dans la bobine et la tension dans le même sens. Voilà, donc ça c'est la convention générateur. Et là dans ce cas-là, j'ai U de T qui est égal à moins L dI sur dt. D'accord ? Et là, je suis en convention générateur. Voilà. Donc voilà, ça c'est à connaître. Hein, voilà, avec la convention associée, donc U de T égale plus LDI sur dt en convention récepteur. U de T égale moins LDI sur dt. Alors vous voyez que là c'est une relation entre la tension et le courant, contrairement au condensateur. Dans le condensateur, on avait une relation entre le courant et la tension. N'oubliez pas, le condensateur c'est I de T égale plus ou moins C du sur dt. Et là, U de T égale plus ou moins L dI sur dt. Voilà, donc ça c'est des relations bien sûr qu'il faut que vous devez connaître par cœur. Hein, d'accord ? Voilà, et apprenez-les ces relations-là pour la résistance loi d'Ohm pour le condensateur et pour la bobine. Il faut l'apprendre avec la convention. Hein. Le loi d'Ohm c'est U égale plus ou moins RI. Condensateur c'est I égale plus ou moins C du sur dt. Et bobine c'est U égale plus ou moins L dI sur dt. Hein. Donc c'est important d'apprendre ça avec le type de convention. Pour ne pas se tromper, on fait une erreur de signe, vous le verrez quand on en aura réellement besoin. Voilà, il faut surtout pas faire l'erreur de signe, sinon ça fausse tout le problème. Voilà, alors donc au niveau des matériaux qu'on peut mettre comme noyau à l'intérieur d'une bobine, voilà, vous avez du fer, je vous ai dit, vous voyez une perméabilité relative de 10 000, c'est-à-dire que vous allez avoir une inductance qui va être 10 000 fois supérieure à ce que vous auriez si vous aviez bobiné le même type de bobine avec rien à l'intérieur, pas de noyau, c'est-à-dire de l'air à l'intérieur. Alors ça va être utilisé dans des relais électroaimants, voilà ce type de matériaux. Ensuite vous avez de l'acier hypersil avec un certain pourcentage de silicium à l'intérieur. Donc là, 40 à 50 000, donc voilà, hein, une inductance 40 à 50 000 fois supérieure à celle qu'on aurait si on met rien à l'intérieur, donc de l'air. Vous avez des matériaux avec 80% de nickel, des aciers avec 80% de nickel. Là aussi, on arrive à des perméabilités qui sont très hautes, 70 à 130 000. Donc ça, on fait ça pour du blindage magnétique, des relais. Vous voyez, donc ça sert plutôt dans le domaine de l'électrotechnique, hein, pour les transformateurs, ces matériaux-là. Pour les machines tournantes, c'est-à-dire les moteurs, les génératrices, etc. Et ensuite acier au cobalt avec un pourcentage de cobalt à l'intérieur, 50%, on a une perméabilité relative de μr. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces matériaux ils saturent. À un moment donné, on a beau augmenter le courant, le champ magnétique ne va plus augmenter. C'est-à-dire qu'on n'a pas une relation linéaire entre le champ magnétique et le courant, contrairement à l'air.
Voilà, donc il y a un moment où le champ magnétique sature, et ces saturations, elles se font à peu près pour le champ magnétique à 1,5 Tesla. On va très rarement, ces matériaux-là, on peut rarement obtenir des champs à l'intérieur de ces matériaux supérieurs à 1,5 Tesla. Le Tesla, c'est l'unité du champ magnétique, vous avez dû voir ça en terminale. Voilà, donc ils ont quand même des propriétés, voilà, ils sont très intéressants sur une plage de valeur de champ magnétique assez bien déterminée, souvent sur des champs magnétiques qui sont inférieurs à 1 Tesla. Au-delà, c'est des matériaux qui sont non linéaires, qui présentent des non-linéarités avec le courant, et les matériaux qui vont saturer. Donc c'est des matériaux dont, si vous voulez, les lois physiques sont quand même un petit peu complexes. Voilà. Donc, tout ça, vous y reviendrez, on vous en parlera au cours de votre scolarité, quand vous pousserez un petit peu plus loin la physique. Le cas de la bobine réelle. Alors la bobine réelle, vous voyez, une bobine, elle est jamais parfaite, puisque la résistance même du fil est non nulle. Si vous avez du cuivre, bon, si vous avez une toute petite bobine, vous pouvez considérer que si c'est du cuivre, la résistance vaut 0. Si la résistance vaut pas 0, ce qu'on fait dans le modèle, vous voyez, on rajoute en série avec la bobine, on rajoute une résistance RS, qui est la résistance du modèle série de la bobine réelle. Donc là, bobine idéale, donc il n'y a que le bobinage, les effets inductifs. Dans la bobine réelle, il y a aussi des effets résistifs du fait que le cuivre, s'il y en a beaucoup, parce qu'on bobine, n'oubliez pas qu'on bobine, donc du cuivre, il va y avoir des longueurs importantes, on rajoute une résistance RS qui est généralement assez faible, de l'ordre du ohm ou de quelques ohms au maximum. Voilà. Alors, autre relation à connaître, je n'ai non plus pas trop démontré, c'est l'énergie stockée dans la bobine. Enfin, l'énergie, alors stockée, c'est un grand mot, parce que la bobine, vous voyez, pour qu'elle ait des effets inductifs, qu'il y ait un champ magnétique qui émane de la bobine, il faut un courant. Un courant, ça circule, ça ne peut pas être figé. Donc c'est-à-dire que si vous arrêtez le courant, il n'y a plus d'énergie dans la bobine. Donc en tout cas, s'il y a un courant qui circule dans la bobine, vous avez une énergie W qui vaut un demi de LI carré. Vous vous souvenez, un demi de CU carré pour le condensateur. Le condensateur, par contre, vous voyez, si je débranche la tension qui a permis de charger le condensateur reste chargé. La bobine, si j'enlève le courant, il n'y a plus d'énergie dans la bobine. D'accord ? Mais tant qu'il y a du courant dans la bobine, vous avez l'énergie magnétique. C'est une énergie qui est sous forme magnétique. Voilà, et donc on a, vous voyez, le W ici qui est en joules. Donc voilà, on a alors W, ça c'est les joules. Voilà, le L en Henry et bien sûr le courant en ampères. Voilà, W donc égale un demi de LI carré, donc c'est une relation que vous devez aussi retenir, et ça, donc ça c'est à retenir. Voilà, l'énergie stockée dans la bobine, l'énergie stockée dans le condensateur en joule, un demi de CI carré, dans la bobine, un demi de LI carré. Donc alors association de résistance en série, alors inductance plutôt en série, alors rapidement, parce que c'est pas très compliqué. Voilà, donc deux résistances. Alors, deux inductances, excusez-moi. Alors, je vais faire vite. Parce que je vais essayer je voudrais vous laisser du temps ensuite pour chercher des exos. Alors, donc en série, c'est ça. Voilà, donc ici U1, ici la tension U2. Voilà, une inductance L1. Et L2, le courant I, et bien sûr on applique sur l'ensemble une tension U. Voilà, U de T. Voilà, alors là c'est très simple à montrer, puisque vous avez U qui est égal à U1 plus U2. On a vu que U1 c'était L1 D U1 sur DT. Plus donc U2, L2, DU2 sur DT. D'accord, je mets voilà, donc non, DI1, excusez-moi, c'est la dérivée du courant, excusez-moi. DI1 et alors DI, puisque le courant c'est le même, elles sont en série, DI,
Voilà, donc U1 c'est L1 DI sur DT, U2 c'est L2 DI sur DT. Je mets DI sur DT en facteur, ça me fait donc L1 plus L2 facteur de DI sur DT. Donc vous voyez que le L équivalent, si je veux remplacer les deux bobines par une seule bobine, le L équivalent c'est L1 plus L2. On retrouve ce qu'on trouvait pour la résistance. Vous voyez, on a ici, voilà, donc le L EC qui est égal à L1 plus L2. Lorsque c'est en série, c'est normal puisqu'on a une relation U fonction du courant. Voilà, donc on retrouve le L équivalent égal à L1 plus L2, donc lorsque les deux inductances elles sont en série. Si maintenant les inductances sont en dérivation, donc inductance en dérivation, ça va donner ça. Voilà, donc ici j'ai l'inductance L1, l'inductance L2, le courant I, la tension U. Voilà, et bien sûr dans L1, je vais avoir un courant I1, un doigt des nœuds, donc un courant I1, et dans la deuxième, un courant I2. Voilà, j'ai essayé de trouver une relation entre I et U de T de manière à pouvoir remplacer les deux inductances par une seule inductance, l'inductance équivalente. Alors, donc j'ai I de T qui est égal à I1 plus I2. Voilà, je peux dériver, hein, donc j'ai DI sur DT égal à DI1, j'ai appliqué le loi des nœuds, si les fonctions sont égales, les dérivées sont égales aussi. Et puis la dérivée, c'est un opérateur qui est linéaire, donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Le DI sur DT, c'est U de T sur Alec, puisqu'on essaie d'avoir une relation du type, vous voyez, on veut avoir ici bien sûr une relation du type U de T égale L équivalent DI sur DT. Voilà, je cherche une relation directe entre U et I. Donc, vous voyez que DI sur DT, c'est U de T sur Alec. D1 sur DT, c'est U, puisque les bobines sont soumises à la même tension. C'est U de T sur L1. Et puis, DI2 sur DT, c'est également U de T sur L2, puisque la bobine 2 est également soumise à la tension U de T, puisque les deux bobines sont en dérivation. Vous voyez, je simplifie, donc ça c'est équivalent à ça, et je simplifie ensuite par U de T, et donc c'est équivalent à 1 sur Alec égale à 1 sur L1 plus 1 sur L2. Voilà, et donc j'ai le L équivalent au final qui vaut L1, L2 sur L1 plus L2. Voilà, donc voilà, on retrouve donc bobine en parallèle, un peu ce qu'on trouvait pour les résistances en parallèle. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Voilà, je voulais vous parler alors très rapidement, si vous avez le temps, de manière à faire un petit exo après, je peux vous parler rapidement de la diode. Voilà, je vais être très bref parce que j'aimerais arrêter le cours. Et puis que vous puissiez faire des exercices. Alors, la diode, c'est un composant de l'électronique, un composant de base qui est constitué de silicium, qui est un matériau semi-conducteur. Dans le silicium, on fait donc des traitements physico-chimiques. On fait un dopage de type P d'un côté, un dopage de type N de l'autre. Le dopage de type P permet d'avoir du côté région P beaucoup de charges positives libres, susceptibles de se déplacer. En électronique, ça s'appelle des trous, des endroits, c'est
une charge qui est en valeur absolue, celle de l'électron, mais par contre qui est positive. On appelle ça le trou, côté P, donc il y a des trous qui sont majoritaires, et côté N, on fait un dopage industriel, donc par exemple procédé physico-chimique, de manière à avoir beaucoup d'électrons libres côté région N. Donc vous retrouvez, vous voyez, en fait c'est un semi-conducteur, dans la région P vous avez beaucoup de trous, de charges libres positives, à plus 1,6, 10-19 coulombs, et de l'autre côté vous avez beaucoup d'électrons libres, donc avec la charge moins 6, 10, moins 19 coulombs. Voilà. Alors, il se trouve que lorsqu'on fait un petit peu de physique des semi-conducteurs, on arrive à montrer que le courant, il va passer de la zone P, du plus à travers la diode, vers le moins. Et par contre, donc si on met une tension positive entre la zone P et la zone N, entre le plus et le moins, si vous voulez, de la diode, le courant peut passer. C'est le sens direct de la diode, elle est polarisée en direct. Elle passe, alors généralement on a une petite tension de déchet au bord de la diode, de quelques centaines de millivolts, donc 0,6 volts à peu près. Et par contre si on met une tension, on polarise en inverse, c'est-à-dire si on met une tension négative entre le plus et le moins de la diode, entre la zone P et la zone N de la diode, le courant il passe pas, d'accord? Et dans ce cas-là, la diode, on dit que la diode est bloquée, elle est l'équivalent d'un interrupteur qui est ouvert. Vous voyez, alors si je regarde un petit peu sa caractéristique, alors ça c'est le, vous voyez ici on va s'en servir si on a le temps de faire un exo. Vous avez le symbole ici, la diode classique. Ça c'est le symbole d'une diode classique. Alors rapidement, vous voyez votre diode, hop, elle se symbolise comme ça. Voilà, donc là ça correspond à la région de type P, le triangle, et la barre à la région de type N. Alors les physiciens, la région de type N, ils appellent ça l'anode, et la région de type P plutôt, ils appellent ça l'anode, et la région de type N, ils appellent ça la cathode. Voilà, donc là vous avez anode, ici, et là-bas vous avez la cathode. Voilà. Et le courant peut passer que dans un seul sens, de l'anode vers la cathode. Donc si vous mettez une tension ici, U, qui est positive, voilà, si vous avez une tension entre anode et cathode qui est positive, le courant va passer. Vous allez vous retrouver avec un fil, en fait, entre anode et cathode, l'équivalent d'un fil, pour la diode idéale, en fait, ça ce serait la diode idéale. Donc un fil, et vous avez un courant qui passe. Par contre, si vous mettez une tension négative, entre anode et cathode, si je mets cette fois-ci une tension UAK qui est négative, alors la diode, vous voyez, elle va être équivalente à un interrupteur ouvert entre anode et cathode. Elle va bloquer le courant en sens inverse, c'est-à-dire que là, vous allez avoir un courant qui est égal à 0. Voilà, donc là, la diode, elle est passante. On dit que diode passante. Et là, la diode dit qu'elle est bloquée. Bloquée, le courant vaut 0. D'accord? Donc si je mets entre anode et cathode une tension négative, la diode est bloquée, on peut la remplacer par un interrupteur ouvert. Si on met une tension positive entre l'anode et la cathode, on peut remplacer la diode par un court-circuit, par un interrupteur fermé. Donc ça c'est la diode, c'est le modèle de la diode idéale. J'y reviendrai en cours, simplement, comme ça, si vous avez le temps de chercher un petit exo en plus, c'est toujours bon à prendre. Ça, c'est le modèle idéal de la diode. Alors, bien sûr, ici, si j'applique une tension, vous voyez comme la diode, ensuite, elle va, une tension positive. Comme la diode, lorsqu'elle est passante, elle va être équivalente à un interrupteur fermé. Il faut mettre en série avec la diode, il faut mettre une résistance ici. Alors, vous allez faire ça, sinon vous risquez de griller la diode, puisque la diode, elle veut à tout prix que la tension à ses bornes soit voisine de 0. Donc, si vous mettez, vous voyez, voilà, on met généralement la tension UAK positive, hop, ici, entre une résistance
Voilà, et puis la cathode de la diode. Si on fait ça, vous voyez, la diode va se comporter comme, comme un fil entre anode et cathode. Bien sûr, il y aura toujours la résistance qui fait partie du circuit. Vous voyez, la résistance, elle permet d'absorber ce qui est en trop comme tension. Parce que si je mettais directement une tension, par exemple, de 10 volts sur une diode qui, lorsqu'elle est passante, se comporte comme un interrupteur, il y a ces 10 volts, le courant serait très grand et ça pourrait détruire la diode. Donc on met plutôt une résistance en série avec la diode si on veut appliquer une tension, de manière à ne pas détruire la diode, puisque la diode, dès qu'elle passe, elle est équivalente pour la diode idéale, bien sûr, à un interrupteur fermé. Voilà, donc je vais arrêter là, je reviendrai un petit peu sur le fonctionnement de la diode, mais ça va me permettre de pouvoir faire quelques exercices, voilà, s'il nous reste un petit peu de temps dans la séance. Voilà, alors,